Bonjour à toutes et à tous. J'espère que cette période de confinement et de déconfinement s'est bien passée pour vos proches et vous-même. Les archives départementales reprennent petit à petit leurs activités, notamment leurs activités culturelles. Et donc c'est dans ce contexte très particulier que nous vous proposons cette conférence sous un format original par sa retransmission via Facebook, en attendant de nous revoir tous physiquement. Nous avons donc le plaisir de recevoir Sylvain Chevauché pour sa publication « L'histoire oubliée de la Casa Sancho, une demeure patricienne catalane à l'époque moderne » aux éditions Trabucaire. Donc Sylvain, vous allez nous présenter à travers des documents d'archives cette architecture privée tout aussi riche que le patrimoine collectif que l'on a l'habitude de visiter, comme le Palais des Rois de Majorque ou les églises. Et je vous remercie, je vous laisse la parole. Bonjour, merci à tous. Merci d'écouter cette conférence retransmise, donc pas en direct puisque le Covid l'empêche, mais j'espère que quand même il pourra atteindre le maximum de personnes. Donc je remercie tout d'abord les archives départementales des Pyrénées-Orientales de m'avoir permis de faire cette conférence. Évidemment, Madame la directrice, Madame Landel, mais aussi le personnel des archives qui s'est mis en quatre pour m'aider, Valérie Marillier, Annick Schell, Denis Fontaine et autres personnes que je n'aurais pas citées, et qui nous accueillent aux archives départementales et qui nous aident constamment. Donc je viens aujourd'hui vous présenter un livre que j'ai publié aux éditions Trabucaire et qui est sorti le 21 septembre 2019. Et à l'occasion donc de la sortie de ce livre, une présentation a été faite, une première présentation qui s'est tenue dans la Casa Sancho, donc ce 21 septembre. Donc cette première présentation s'est faite dans le cadre de la saison littéraire du Centre méditerranéen de littérature, le jour des Journées européennes du patrimoine. Présentation qui a réuni un certain nombre de personnes malgré des difficultés d'organisation. Et chose qu'il faut signaler, elle a eu lieu juste avant la fermeture de la Casa Sancho qui est actuellement fermée donc, en début 2020 et sera fermée pendant 1 ou 2 ans. Et donc c'était la dernière manifestation qui avait lieu dans les murs avant la réouverture. Donc je voudrais citer tout d'abord un historien qui a collaboré beaucoup avec moi dans de nombreuses recherches, celle-là entre autres, donc c'est Philippe Lazerme, l'auteur du livre Nobleza Catalana dans les années 70, qui a accompagné mes recherches et que je remercie pour son soutien et qui bien sûr participera sans doute avec moi à d'autres travaux futurs. Donc le thème de la présentation que j'avais déjà faite était qu'est-ce que ce livre, qu'est-ce qu'il n'est pas, ce qu'on y trouve ou pas. Donc aujourd'hui, je vais quand même revenir un petit peu sur ces questions-là, essayer de faire une présentation générale, mais de façon beaucoup plus ramassée. Et ensuite, je reviendrai dans un second temps sur des documents, des archives ici, des archives départementales, puisque ce sont ces murs qui m'hébergent aujourd'hui. Donc pour mettre en valeur justement ces documents d'archives que j'ai exploités et qui ont été le fil conducteur, la matière principale de cet ouvrage. Donc qu'est-ce que ce livre? Qu'est-ce qu'il n'est pas? Alors je tiens à dire que ce livre n'est pas un livre d'histoire de l'art, mais c'est un livre d'histoire. Vous n'y trouverez pas d'analyse stylistique, iconographique de cette maison, dont le vestige le plus ancien est la façade qui a déjà fait l'objet, ainsi que plusieurs éléments du décor intérieur, d'une étude très poussée de la part de Yann Billot, qui a réalisé en 1998 un mémoire de maîtrise excellent, qui lui donc s'est attelé à faire l'analyse stylistique et d'histoire de l'art de ce bandeau qui existe aujourd'hui sur la façade de la Casa Sancho, bandeau qui date à peu près sans doute du moment de la construction et qui représente selon lui la cavalcade des vices, donc un thème très, très répandu à l'époque, la fin de l'époque médiévale et l'époque de la Renaissance. Et donc je vous invite à lire ce travail excellent que je ne fais que finalement reprendre en ce qui concerne les analyses stylistiques. Non, mon livre, c'est tout d'abord, je dirais bêtement, une reconstruction de la liste des propriétaires donc, de cette maison, leur succession par ordre chronologique, depuis en fait la construction de la maison jusqu'à aujourd'hui, ces propriétaires, donc qui ils étaient, en essayant de comprendre les modifications qu'ils ont pu apporter au bâti de cette maison et éventuellement aussi les événements historiques qui ont pu s'y dérouler
sous les auspices de ces personnages. Donc, tout simplement, je peux dire que la première mention, en réalité, de constructeur de la maison, donc aujourd'hui on dit Casa Sancho, mais à l'époque on disait très constamment, depuis sa construction jusqu'à la Révolution, maison de la main de fer, ou des mains de fer, mais c'est très souvent de la main de fer. La première mention de Bernat Sancho, donc le constructeur de la maison, apparaît en 1833 dans le Publicateur des Pyrénées-Orientales, qui était donc une revue à l'époque érudite, dans un article intitulé « Observations sur le nom, l'origine et l'ancienne population de Perpignan ». Article non signé, mais dont l'auteur est en réalité Jean-Baptiste Renard de Saint-Malo, qui était un érudit roussillonnais qu'on a aujourd'hui oublié, mais qui a été très important dans la redécouverte justement de l'archéologie et de l'histoire locale au début du XIXe siècle, dans les 30 premières années du XIXe siècle. Et cette date n'est pas innocente, puisqu'en fait on est dans le cadre d'un débat à l'époque historiographique avec de nombreux autres historiens qui n'a pas pour objet principal cette maison, mais qui a pour objet les noms de rues de Perpignan, le nom de la ville de Perpignan, enfin des questions de toponymie, des questions d'archéologie. Et c'est une époque où les gens s'opposent, présentent des thèses adverses. Et évidemment, cet article de Jean-Baptiste Renard de Saint-Malo vient en réponse à des articles d'un autre érudit roussillonnais, dont un fonds d'archives privées a rejoint les archives départementales ces dernières années, qui s'appelle Pierre Puigary, qui, à l'époque, a commencé à parler de cette maison et, bon, selon un certain nombre de détails que Renard de Saint-Malo donc, a pu contester. Et donc, c'est là qu'apparaît, en 1833, la première mention de Bernat Sancho. Et finalement, l'historiographie va ensuite assez peu étudier cette maison. Et dans son histoire, je dirais, sur le long terme. C'est-à-dire qu'on connaît son constructeur à partir de ce Renard de Saint-Malo, et ensuite on va finalement mettre en valeur le constructeur, Bernat Sancho, sa famille, des marchands, à l'époque en 1506, 1507. L'époque de la construction, et on ne va jamais mettre en valeur l'histoire de la maison dans les siècles qui ont suivi sa construction. Et de nombreuses familles dont j'ai pu découvrir par des recherches ici aux archives qu'elles avaient possédé cette maison, qu'elles y étaient passées. Et donc ça avait été finalement un grand silence. Donc ce livre que j'ai publié s'attache à réparer en quelque sorte cet oubli. Et en gros, je pourrais presque caricaturer, il parle de tout sauf de Sancho, en fait. Voilà. C'est-à-dire que j'en parle un petit peu, mais c'est vraiment, je m'attarde sur tout ce qui s'est passé depuis, et il s'est passé beaucoup de choses. Donc reconstituer cela à partir de sources, souvent un travail de déduction à travers ce puzzle finalement que sont les documents. L'une des conclusions principales de cet ouvrage qui est à retenir, c'est que je confirme, à quelques détails près évidemment, les lithographies qui avaient été publiées dans le livre « Voyage pittoresque » de Taylor et Naudier en 1834, donc juste un an après l'article de Renard de Saint-Malo. Lithographies qui sont signées d'un lithographe célèbre de l'époque qui s'appelle Dosat. Et pendant très longtemps, ces deux lithographies que je vous invite à voir, puisqu'on les trouve très facilement sur Internet, ces lithographies des voyages pittoresques, dans le tome des voyages pittoresques qui est consacré au Roussillon, montrent donc ce qui sont les deux premières vues connues de la maison. Donc une lithographie de la façade et une lithographie sans doute de ce qu'à l'époque on ne sait pas encore être la cour intérieure. Enfin, depuis, ça a été, disons que le souvenir de ce que pouvaient être ces gravures a été oublié, pour la simple raison que, en dessous de la gravure qui représente la façade, le cartouche dit « Maison où mourut le roi Philippe le Hardi ». Et sous l'autre gravure, je crois qu'il y a marqué quelque chose comme « Vieille maison de Perpignan ». Enfin, autrement dit, deux cartouches très très vagues qui ne disent rien en particulier. Et de ce fait aussi cette légende qui a couru dans Perpignan autour d'une maison où serait mort Philippe le Hardi. Bon, évidemment, on voit bien que ça ne peut pas être là, puisque la Casa Sancho, comme on le sait, la construction 1506, 1507. Donc c'est des centaines d'années après la mort du roi Philippe le Hardi.
Et on aurait pu croire que ces gravures, finalement, dans ce livre de voyage, qui est un livre, c'est la mode des voyages, des tours du monde, à l'époque, début 19e siècle, on aurait pu croire que ces gravures seraient des gravures fantaisistes, voire librement interprétées. Alors c'est un peu le cas pour la façade, hein, puisque déjà, à l'époque, il y avait eu un certain nombre de modifications qui n'apparaissent pas sur cette gravure. Donc on voit bien que la gravure réinterprète un peu librement, de façon symétrique, la façade de la maison. Mais l'autre gravure est beaucoup plus intéressante puisqu'elle montre en fait une cour intérieure avec des arcades et un escalier donc extérieur. Dans mon livre, à travers les recherches que j'ai pu réaliser, j'ai pu voir qu'en réalité, cette gravure était finalement très 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 proche de l'état de la maison réel, tel qu'on peut le reconstituer au cours, disons, de l'époque moderne, 18e siècle, et au 19e siècle, jusqu'à la destruction probable de cette cour intérieure qui donc était pourvue d'une colonnade au premier étage et au rez-de-chaussée, typiquement du bâti des vieilles maisons perpignanaises. Donc ces gravures, finalement, étaient assez conformes, très probablement, à ce qu'on peut trouver d'après les documents, en tout cas, et d'après des plans assez fidèles, je pense, comme on va le voir. Donc voilà une des principales conclusions de mon livre. Donc finalement, ce que j'apporte, ce sont les preuves documentaires à travers un certain nombre de documents de l'existence de cette cour intérieure, de sa disparition, probablement dans les années 1840-1850, par déduction, puisque là malheureusement on n'a pas retrouvé de source concernant cette destruction, qui finalement vient donner une logique à ce bâti qui aujourd'hui, il faut le dire, ne correspond absolument à rien de ce qui était la logique originelle, l'économie de cette demeure quand elle a été construite. Puisqu'à l'époque, il faut savoir que dans cette tradition de construction des maisons privées à Perpignan, 16e siècle, 17e siècle, et ça durera même jusqu'à la fin du XVIIe siècle, les premières décennies de la présence française en Roussillon, les maisons particulières sont pourvues d'une cour intérieure, systématiquement, qu'en catalan on appelle al sol obert, le ciel ouvert, traduit en français, et non pas patio, qui est un mot qui finalement est issu plutôt de l'espagnol, qu'on n'utilise absolument pas en Roussillon, qu'on ne trouve jamais dans la documentation, c'est toujours al sol obert, le ciel ouvert, et qui sera traduit après dans la documentation française. Donc toutes les maisons de Perpignan sont pourvues de cette cour intérieure qui abrite un escalier qui détermine la distribution des pièces et l'accès au premier étage. C'est-à-dire au rez-de-chaussée, on a un certain nombre de communs, des cuisines, des entrepôts, puisque ces familles dans Perpignan possèdent beaucoup de terres, dépendent beaucoup de la possession terrienne. Donc on emmagasine un certain nombre de productions de blé, de vignes, d'huile, de production donc des champs de ces domaines terriens dans ces magasins. Et la vie de la maison s'organise finalement presque en autarcie puisqu'il y a toujours un four pour faire le pain, un pétrissoir. Et très souvent, on trouve ça dans les inventaires quasiment systématiquement, le poulailler. Dans toutes les maisons aristocratiques ou bourgeoises du Perpignan de l'époque, invariablement jusqu'à la période française, ça ne change pas. Ces familles vivent quasiment en autarcie. Donc on sait que cette maison était organisée sur ce modèle, donc avec ses communs au rez-de-chaussée, au premier étage les pièces de vie, et qui sont uniquement accessibles par cet escalier extérieur. Et donc voilà comment on vit à Perpignan à l'époque. On doit d'abord passer dans sans doute un porche, un couloir, et ensuite on pénètre dans cette cour intérieure, et toutes les maisons fonctionnent comme ça. Et on monte à partir de cet escalier extérieur. Alors ça s'explique probablement par le climat de la région qui est assez clément, il faut le dire, enfin qui est agréable déjà à l'époque. On n'hésite pas à rentrer toute l'année finalement par l'extérieur. Et ça n'est que vraiment bien tardivement, postérieurement à l'époque française, que cette mode en fait des cours intérieures avec l'escalier ouvert aux quatre vents va disparaître. Les Français, disons les architectes de style français vont préconiser de plus en plus des escaliers extérieurs et ces escaliers vont être détruits au cours du XVIIIe siècle.
la plupart, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Il n'en reste quasiment aucun à Perpignan. Il reste très peu, je dirais peut-être 3 exemples, 3 ou 4 au maximum, de ces cours intérieures avec un escalier très simple qui conduit à une galerie à colonnes au premier étage, galerie ouverte, qui détermine la distribution des pièces. Voilà. Donc ça n'existe quasiment plus. Et ce qui est particulier donc, de cette maison de la main de fer, de la Casa Sancho, c'est que cette galerie, qui était, je pense, d'après les plans, puisqu'elle subsistait encore au XVIIIe siècle, fin XVIIIe siècle, d'après les différents plans qu'on a, elle était très imposante. Donc à la mesure de la puissance de son commanditaire, donc sans doute Bernat Sancho, bien qu'on ne puisse pas prouver que l'état dans lequel était cette galerie à la fin du XVIIIe siècle et a fortiori au moment où elle a été croquée et lithographiée par Dosatz en 1834, on ne peut pas prouver que cet état était exactement celui qu'avait voulu Bernat Sancho. On n'est vraiment que dans des hypothèses, puisqu'en 1682, un autre document qu'on trouve ici dans les archives montre que de très grands travaux avaient été faits sur cette galerie, plusieurs colonnes démontées, le toit complètement remonté. Donc c'est sans doute vraiment une histoire de modification permanente à laquelle on assiste. Mais donc cette cour intérieure, finalement, a subsisté durant toute la période moderne au XVIIIe siècle jusqu'au XIXe siècle. Donc en fait, c'est presque une exception, puisque la plupart des cours intérieures avaient disparu. Et en fait, elle a été une des dernières, alors il en reste très peu aujourd'hui, mais une des dernières dans le même mouvement de ces cours. De ces ciels ouverts. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, comme cette cour a été détruite probablement au cours du XIXe siècle, à l'époque où la maison était une loge maçonnique, on va y revenir, finalement, il n'y a plus rien de l'architecture d'origine, à l'exception de la façade et de certains détails intérieurs, peut-être de la grande salle au premier étage, de certaines pièces au rez-de-chaussée où il subsiste des décors du style qui fait la particularité de cette maison, mais aucun des éléments de sa distribution ne subsiste encore. Et évidemment, autre chose, derrière la cour, quand on rentre dans la maison, quand on passe dans ce qui est aujourd'hui le jardin, où se trouvait la cour autrefois, le ciel ouvert, de l'autre côté, on a un très 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 grand terrain, on a une très grande parcelle, et au fond, il y a une sorte de trou béant, de grand vide, avec des murs extérieurs des maisons qui sont attenantes, à l'ouest, au nord et au sud. Et là, on voit bien que ça n'est pas du tout conforme à une demeure de prestige de l'époque. On n'avait pas des murs aveugles comme ça. Autrement dit, on sait par les plans du XVIIIe siècle que tout l'arrière de la maison était occupé par des bâtiments. Voilà. Sans qu'on puisse dire, toujours, je le redis, s'ils étaient conformes à ceux qu'avait connus Bernat Sancho, à ceux qu'il avait commandés. Mais en tout cas, au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, il y avait un certain nombre de communs où vivaient les familles qui ont succédé aux Sancho après l'extinction de cette famille, à travers les différentes ventes. Donc juste avant de commenter les documents du choix que j'ai fait, je voudrais juste donner quelques petits éléments sur les sources donc de l'origine de la maison, de ses premières transformations et des différentes transformations au cours de son histoire. Si Renard de Saint-Malo, en 1833, cite pour la première fois Bernat Sancho, c'est bien qu'il a tiré ce nom de quelque part. Et en réalité, c'est l'époque, début du XIXe siècle, lui, Pierre Puigary, d'autres érudits roussillonnais, Louis de Bonnefoy, consultent les archives qu'on appelle les archives du domaine, qui aujourd'hui sont conservées donc, sous la série B des archives départementales, 1B. Donc ces archives sont en grande partie les archives d'une ancienne cour qui existait en Roussillon, qui s'appelait la Cour du patrimoine royal, la Procuration royale du Roussillon, qui traitait les affaires de ce qu'on appelait le domaine, c'est-à-dire les possessions personnelles des rois, donc roi de Majorque, ensuite roi d'Aragon, roi d'Espagne, enfin, et ensuite roi de France, puisque ce système a été supprimé au moment du traité des Pyrénées, mais ensuite il y a une cour qui s'appelait Chambre du domaine qui a succédé à cette procuration royale dans la plupart de ses attributions. Donc ces archives sont celles que consulte Renard de Saint-Malo sans aucun doute lors de ses recherches, et ces archives nous donnent beaucoup de renseignements sur les activités de marchands de Bernat Sancho,
sur laquelle est en train de travailler le chercheur Desclaux, Bernard Desclaux, qui va bientôt publier un ouvrage, donc non pas sur la maison, mais sur l'activité de marchand de Bernard de Sancho, donc qui va sans doute apporter beaucoup à la connaissance de ce milieu de la bourgeoisie auquel appartient le constructeur. Et c'est là que se trouve le fameux acte du 26 octobre 1507 qui a permis de dater la construction de cette maison, qui donc est un acte relatif à des amendes imposées à Bernard de Sancho pour n'avoir pas fait enlever dans le délai prescrit les pièces et autres matériaux de construction qu'il avait déposés sur des places attenantes, la place de los Cebes et la place de l'Oli, et de n'avoir pas reconnu à temps au roi, puisqu'il fallait acquitter une redevance quand on faisait l'acquisition d'une maison, donc ne n'avoir pas fait cette redevance, qu'il l'avait achetée à une autre personne en 1507. D'autres sources aussi qui ont été dépouillées et qui le seront de plus en plus, les archives notariales évidemment, qui permettent de renseigner sur l'activité de marchand de Sancho, de ses successeurs évidemment, et des différentes mutations qui ont été enregistrées par cette maison. Également aussi, et c'est un point important, un certain nombre de dossiers, de ce qu'on appelle les dossiers de famille, qui sont des dossiers qui ont été artificiellement réunis au cours du 19e siècle, fin 19e, dans la série 1E, et qui sont des dossiers qui sont classés par nom des familles. Et on a des pièces qui sont issues, pour la plupart, de fonds qui ont été saisis à l'époque révolutionnaire. Et ces pièces sont de toutes sortes. Il y a beaucoup d'actes notariés, mais pas que. On va le voir dans les documents sélectionnés. Il y a de très très nombreux textes, certaines lettres, certaines correspondances qu'on ne pourrait pas retrouver par ailleurs, et qui sont uniquement dans cette série. Donc, notamment dans cette série des dossiers de famille, on trouve le premier témoignage sur l'intérieur de la maison en 1623, l'inventaire de la succession de Gabriel de Llupia, qui est le premier inventaire du contenu de la maison, avec la liste des pièces, la liste du contenu des pièces, puisque à titre général, typologique, les inventaires après décès, donc dressés par les notaires au moment du décès d'une personne pour régler sa succession entre ses différents héritiers, pour faire des partages, donc inventaires à l'occasion desquels on estime la valeur des meubles, et on fait la liste en général des propriétés et des meubles qui se trouvent à l'intérieur de ces propriétés. Donc ces inventaires sont, je dirais, le pivot, la source principale de toutes les recherches que l'on peut mener sur les anciennes demeures de Perpignan et sur l'histoire des familles qui ont compté dans l'histoire du Roussillon en général, et d'autres régions bien sûr, mais d'ici en particulier, puisque le minutier des archives départementales est extrêmement riche, ancien, et décèle encore de très très nombreux trésors qui sont à étudier. Donc maintenant, je vais revenir sur l'histoire de la maison de façon un peu plus linéaire, mais surtout en m'attachant aux documents d'archives que j'ai choisis pour être présentés au cours de cette conférence, parmi les nombreux documents, évidemment tous ne pouvaient pas être montrés, parmi les nombreux documents que j'ai utilisés, que j'ai exploités dans le cadre de cette recherche pour écrire ce livre. Donc la première période que je vais illustrer est une période très perturbée, pendant laquelle beaucoup de choses ont changé en Roussillon. C'est la période qui a débouché sur le traité des Pyrénées, et qu'on appelle la guerre des faucheurs, Guerra dels Segadors en catalan, qui dure entre 1640 et 1659 selon les historiens, et qui est une période pendant laquelle beaucoup de maisons, en particulier de Perpignan, beaucoup de patrimoine en Roussillon et dans toute la Catalogne ont été confisqués, puisque à l'époque, la France était en guerre contre l'Espagne, et la Catalogne, en 1640, s'est déclarée en rébellion vis-à-vis du roi d'Espagne au cours des événements de Barcelone de 1640, et s'est retirée de l'obédience à travers les institutions qui représentaient à l'époque la Catalogne, la Generalitat et le Conseil de Sang de Barcelone. Donc ces institutions ont décidé de retirer la Catalogne de l'obédience du roi d'Espagne, et cela a donné lieu à une guerre finalement dont l'enjeu était en partie la Catalogne, guerre située dans, je dirais, le scénario, le théâtre européen de la guerre de 30 ans et de la guerre franco-espagnole.
Et donc, du point de vue qui nous intéresse, toutes ces choses-là ne sont pas du tout innocentes, puisque la famille, depuis la maison, depuis sa construction, était restée indéfectiblement dans la descendance de son constructeur Bernat de Sancho, qui était donc marchand à Perpignan, et avait de génération en génération été léguée par le fils, le père, dans la famille de Llupia, puisque la fille de Bernat de Sancho avait épousé un membre de la famille en catalan de Llupia. Donc, famille qui détenait un titre, celui justement de procureur royal du Roussillon, et donc chef de cette institution dont je viens de parler il y a quelques instants, institution qui était en charge des revenus royaux et du domaine royal en Roussillon dans les comtés de Cerdagne, Conflans, Roussillon, Vallespire. Donc cette famille de Llupia, famille sans doute au premier rang de la noblesse roussillonnaise, qui possédait de nombreuses seigneuries selon les branches, Castelnou et autres. Et donc famille qui résidait en partie dans la maison et selon les charges occupées par ses membres, parfois dans le château royal, qu'on appelle aujourd'hui Palais de Roi de Majorque. Donc cette maison de hauts fonctionnaires royaux, qui, pendant l'époque des Llupia, a accueilli notamment un représentant du roi Charles Quint, un vice-roi de Catalogne, pendant son passage en Roussillon au moment des différentes guerres. Et cette guerre qui va se jouer dans les années 1640-1659, cette guerre franco-espagnole, va entraîner l'exil, puisque quand la Catalogne se soumet à la France en 1640, les Catalans qui étaient pro-espagnols ont quitté le Roussillon et la partie de la Catalogne qui était sous la domination de la France pour rejoindre le roi d'Espagne, où il était, à Saragosse, à Madrid. Donc ces familles ont décidé de laisser leurs propriétés, et ces propriétés ont été automatiquement confisquées. Et ces propriétés, pour la plupart, ont été en Roussillon, dans tous les cas, redistribuées, surtout à partir de 1652, après la chute de Barcelone, quand les Français refluent justement vers le Roussillon. Ces biens qui sont confisqués à ces familles, qui trahissent le roi de France, selon la terminologie de l'époque, sont réattribués à des fidèles du roi de France. Et donc les Llupia, serviteurs traditionnels de la couronne d'Espagne, d'Aragon, mais ensuite d'Espagne, voient leurs biens confisqués. Alors, dans un premier temps, ils essayent de s'adapter au roi de France, mais ensuite, après la chute de Barcelone, les Français perdent la plupart de la Catalogne. Donc, ils voient que les armes tournent un petit peu à l'avantage des Français, des Espagnols, pardon. Donc, ils décident de jouer la carte castillane, quittent le Roussillon, et leurs biens sont confisqués. C'est une mécanique qui est très importante à comprendre, puisque c'est comme ça qu'une famille qui n'a absolument rien à voir avec le Roussillon va arriver ici, une famille typiquement barcelonaise, en réalité une femme qui s'appelle Isabel La Cavalleria, qui est la veuve d'un grand imprimeur barcelonais, qui s'appelle Pere La Cavalleria, qui donc a été un imprimeur très prolifique dans les années 1630 et qui a notamment édité le premier dictionnaire français-catalan de l'histoire, imprimeur barcelonais qui soutient la France, puisque lui-même est d'origine française. Donc il va soutenir les Français à l'époque où ils possèdent Barcelone, où ils ont leur administration installée sur place, et il va devenir l'imprimeur officiel de ces vice-rois que le roi de France envoie en Catalogne. Donc je rappelle, période qui est bien antérieure au traité des Pyrénées, puisque le traité des Pyrénées sera, on va le voir, la conséquence de tous ces événements. Donc cet imprimeur décède en 1645, et après sa mort, sa veuve hérite de ses biens et hérite aussi de ses créances, puisque cet imprimeur était aussi un manieur de fonds, il s'était improvisé vendeur d'armes, enfin c'était un personnage assez polymorphe. Et dans toutes les années 1640 jusqu'à sa mort, il va vendre des armes, il va même prêter de l'argent au roi de France, aux armées françaises, qui sont toujours à court d'argent, toujours à court de finances, donc qui vivent d'emprunts. Et cet imprimeur barcelonais, Pere La Cavalleria, va finalement léguer toutes les créances qu'il possédait sur le trésor français à sa veuve. Et donc sa veuve se retrouve détentrice de très importantes créances, plusieurs centaines de milliers de livres à l'époque, livres barcelonaises, ce qui est une somme absolument colossale. Et
c'est une femme très avisée. Elle va d'abord reprendre l'imprimerie de son mari, elle va imprimer plusieurs ouvrages, et ensuite elle va se consacrer à ses intérêts, puisqu'elle va redonner, elle va confier l'imprimerie à son beau-frère, et elle va se consacrer à ses intérêts. Et dans la période qui termine la domination française sur la Catalogne, aujourd'hui sud espagnole, enfin el Principat, elle va obtenir du roi de France de très nombreux biens confisqués, plusieurs seigneuries qui sont à côté de Barcelone, et on est encore vraiment du côté de Barcelone. Et au moment où les Français perdent Barcelone, en 1652, je l'ai dit, elle va être obligée de refluer sur le Roussillon, comme la plupart des plus grands fonctionnaires catalans qui ont soutenu la domination française. Parmi les noms de ces fonctionnaires, on connaît le fameux Joseph de Margarit, qui était gouverneur de Catalogne à l'époque au service du roi de France. On a aussi en mémoire le nom de Sagarra, qui a été aussi gouverneur du Roussillon, juste au moment justement où il arrive en Roussillon, après la chute de Barcelone. D'autres noms, Fontanella, Copons, ces familles qui n'ont rien à voir avec le Roussillon, qui n'ont jamais été possessionnées sur place, vont refluer, vont quitter, s'exiler de Barcelone, où cette fois tous leurs biens, par un mouvement inverse, leur sont confisqués, et ils arrivent absolument sans rien à Perpignan pour fuir les représailles que le roi d'Espagne leur réserve, puisque ces gens-là ont été exceptés du pardon général que le roi d'Espagne a édicté en faveur de tous les Catalans qui avaient été en Catalogne au moment de la domination française et qui avaient vaqué à leurs activités. Donc ces gens-là, ils ont été les fers de lance de l'alliance avec la France, de l'alliance des Catalans avec la France, et donc le roi d'Espagne doit les punir, et ils savent très bien que s'ils reviennent à Barcelone, ils seront tout de suite pris et probablement exécutés. C'est ce qui est le cas d'ailleurs de certains d'entre eux qui ne vont pas avoir le temps d'aller en Roussillon. Donc ces gens-là se réfugient, et comment va-t-on les rétribuer pour leur récompenser, justement, les récompenser de leur service et de leur courage, en quelque sorte? On va leur donner, eh bien, de nouveau les biens des Roussillonnais qui ont soutenu le roi d'Espagne et qui sont retournés du côté espagnol. Donc voilà un petit peu les flux et reflux de cette histoire de confiscation. Et voilà comment on revient à la Casa Sancho, puisque cette maison est confisquée à la famille de Iupia, et Isabelle la Cavalleria, donc veuve de cet imprimeur, créancière du roi de France, arrive à Perpignan et a un certain nombre de titres, de dettes, qui font que le roi de France va lui donner parmi les plus gros patrimoines du Roussillon, puisqu'elle va être la dépositaire de la totalité des biens de la famille de Iupia, des deux branches de la famille de Iupia, c'est un détail important, et aussi de la famille d'Oms, d'une des branches de la famille d'Oms. Donc c'est un patrimoine énorme, autrement dit qu'elle se retrouve, elle, veuve d'un imprimeur, elle-même elle était plutôt d'origine paysanne, même, d'après les recherches, elle va se retrouver à la tête des plus grands patrimoines roussillonnais, par les caprices de cette histoire. Donc elle aménage dans la maison, et c'est là qu'elle réalise, c'est là que je viens donc au document. Premier document, donc document 1 du choix que j'ai fait, des quittances de travaux, qui sont conservées justement dans ces dossiers de famille artificiellement réunis au XIXe siècle. J'ignore, je dois le dire, la provenance de ces documents, c'est-à-dire peut-être d'un fonds confisqué à la Révolution, il est difficile de le dire. Mais en tout cas, ce sont des documents absolument exceptionnels. Ce sont des quittances de travaux qui sont réalisés par plusieurs artisans, notamment à l'époque ce qu'on appelle un mestre de casas, donc un maçon, ou un entrepreneur, plutôt un entrepreneur de bâtiment, on dirait aujourd'hui, qui, sur certains autres documents, est identifié en tant que pairé. Donc ce maçon s'appelle Andreu Baquet, et il réalise en 1658, donc on est un an avant le traité des Pyrénées, les biens appartiennent encore aux pro-français qui les ont eus en dépôt. Donc en 1658, ce menuisier réalise pour cette veuve, pour Isabelle, un certain nombre de travaux très importants dans la maison, et on voit bien qu'elle avait été abandonnée depuis de nombreuses années, sans doute en raison des guerres, qu'il fallait la refaire totalement, et ces documents montrent justement la richesse de ces travaux, l'intérêt qui était porté à la mise au goût du jour à travers un certain nombre de détails, la construction d'une alcôve, il y a une chambre qu'on appelle la chambre du jasmin, dont on peut penser que peut-être c'est en raison d'un décor floral. Enfin, il y a un soin qui est apporté à faire une première mise au goût du jour, au goût finalement de ces nouveaux
riche, presque je serais tenté de dire, de ces pro-français qui ont pris la place des Catalans exilés au XVIIe siècle. Mais ce temps ne va pas durer, puisque les travaux sont réalisés en 1658. Cette veuve s'est remariée entre-temps avec un Français qui s'appelle Pierre Talon, qui est issu d'une très grande famille parlementaire parisienne. Et ce couple va devoir quitter le Roussillon précipitamment, puisqu'en 1659, à l'article du traité des Pyrénées, tous les biens confisqués vont devoir être restitués à leurs anciens propriétaires. Donc toutes ces confiscations dont ont joui ces personnes vont devoir être restituées. Tout est rendu en l'état. Alors après, il va y avoir de très nombreuses contestations, je ne rentre pas dans les détails, mais il y a ce bouleversement qui est finalement une découverte récente à travers mes recherches, puisque on l'ignorait que cette maison était passée, avait eu un rôle, je dirais, si particulier des remous de cette époque, de la Catalogne. Remous qui sont finalement fonctionnels de ce que le Roussillon est aujourd'hui, puisqu'en 1659, le traité des Pyrénées dit que le Roussillon est annexé à la France, au terme de cette guerre entre la France et l'Espagne. Second document que je souhaite commenter, d'ailleurs, plusieurs documents sont issus de la même provenance, c'est le fonds d'Oms. Alors là, on fait un petit saut dans le temps. Une famille qui succède aux Youpia, puisque les Youpia, après le traité des Pyrénées, récupèrent leurs biens, mais comme ils ont passé de très nombreuses années du côté barcelonais, ils décident de ne pas revenir en Roussillon, ils vont définitivement quitter le Roussillon. Et la maison, comme beaucoup d'autres maisons d'anciennes familles roussillonnaises, est revendue à une famille qui est restée indéfectiblement en Roussillon, qui a choisi le parti français, une famille qui s'est enracinée ici. Et il y a un grand changement justement d'élite à l'époque. Et beaucoup de familles qui s'enrichissent, qui prennent de l'importance au moment du traité des Pyrénées, sont des familles qui avant étaient bourgeoises et qui prennent en quelque sorte la place de cette noblesse exilée et qui finalement, bien qu'ayant récupéré ses biens au moment du traité des Pyrénées, décident de ne pas les garder et de les revendre. Alors, la maison est revendue en 1666 à une famille de Perpignan qui s'appelle la famille de Foix-Béarn, qui est une famille d'origine française, qui est établie en Roussillon depuis longtemps. Et en 1666, donc, François de Foix-Béarn fait l'acquisition de cette maison. Et tous les documents de gestion, des quittances de travaux, des factures, des plans, comme on va le voir, tous ces documents se trouvent dans ce qu'on appelle le fonds d'Oms, puisque la famille de Foix-Béarn avait une alliance avec la famille d'Oms, et la famille d'Oms, famille roussillonnaise dont on a déjà parlé, va hériter de tous les biens de la famille de Foix-Béarn, et va donc s'installer dans cette maison et succéder après les Youpia, après les Foix-Béarn, à la très longue liste de ses occupants. Et c'est grâce à la richesse de ce fonds qu'on peut reconstituer l'histoire de cette maison. Et c'est quelque chose d'exceptionnel puisque la plupart des documents ne sont pas des actes notariés, donc c'est des documents qu'on n'a pas par ailleurs, qu'on n'a pas par copie, et ils sont tous uniques. Et c'est vraiment ce qui fait, je dirais, le point particulier de cette recherche et de ce livre, c'est qu'on exploite tous ces documents qui décrivent l'histoire de cette maison mieux qu'aucun autre. Alors, c'est une période où elle est moins, je dirais, le centre de l'intérêt, puisque la famille d'Oms va changer plusieurs fois de résidence, et puis à la fin du XVIIIe siècle va délaisser cette maison. Mais, malgré tout, on peut suivre l'évolution du bâti de façon très précise. Donc, le document numéro 2 que j'ai choisi est un plan du rez-de-chaussée de la maison en 1780. C'est un plan qui a été réalisé sous les ordres du marquis d'Oms à l'époque où ce marquis pense réaliser une grande résidence moderne, conforme au style classique, à Perpignan, puisque c'est un personnage très important sur lequel il convient de s'arrêter un petit peu. Il n'est pas issu de la branche aînée de la famille d'Oms, il est issu d'une branche cadette, et une branche qui n'a pas été la plus favorisée du point de vue des héritages. Il va lui-même, par l'habileté de sa gestion, réussir à rattraper un patrimoine qui était très endetté, et il va doubler, tripler ses revenus, et il s'impose à la fin je dirais, seconde moitié du XVIIIe siècle, à partir des années 1760, comme
l'un des 2 ou 3 premiers propriétaires terriens du Roussillon, ayant l'une des fortunes les plus solides. Et donc, au service de cette ambition, de ce désir de prestige, il décide d'envoyer son fils à Paris pour avoir une éducation près de la cour, pour prendre une charge dans les gardes françaises, donc qui est un corps de militaires qui sert auprès du roi, à la cour. Et il va commander de nombreux habits à la mode, commander des meubles à la mode, des glaces en bois doré. Et évidemment, il va vouloir se doter d'un hôtel particulier dans le style classique, puisque c'est l'époque où tous ces vieux hôtels, comme je l'ai dit, de Perpignan, archaïques, encore dans une architecture qui évoque plutôt l'époque espagnole, on va dire, sont là, sont encore sur pied. Et certaines familles qui en ont les moyens vont les démolir en grande partie pour les reconstruire et je dirais conformément à la mode classique qui est la mode française, qui est la mode parisienne, qui se répand un petit peu sur toute la France. Donc le Roussillon n'échappe pas à cette tendance. Alors, dans le cas particulier du marquis d'Oms, il va faire de très nombreux projets. C'est pour ça qu'il fait dresser ce plan, donc plan du rez-de-chaussée qui est le document numéro 2 et le plan du premier étage qui est le document numéro 3. 2 plans particulièrement importants puisque ce sont les premiers plans que l'on possède de la maison où l'on voit très bien la subsistance de la cour intérieure, la subsistance de tout un tas de pièces autour de cette cour, au fond de la parcelle, et également on devine même que les murs du côté de la façade sont plus épais, ce qui permet de penser que ça correspond à la partie la plus ancienne et que les parties qui ont les murs les plus fins sont peut-être justement des parties qui ont été refaites par la famille d'Oms, par la famille de Foix-Béarn. On le voit clairement. Donc ces plans, ce sont des plans qu'il fait dresser pour avoir l'état, je dirais, de la maison à un instant T, au moment où il veut faire ses travaux, ses grands travaux. Il dispose pour cela d'une fortune importante. Il a épousé la fille du marquis d'Aguilar, donc il lui apporte une dot très très importante. Et avec cette fortune, il décide d'abord, après avoir fait dresser ce plan et un certain nombre d'états pour voir comment se situe le terrain, la place dont il dispose, il décide de commander plusieurs projets à des architectes. Donc les premiers projets qui vont être faits sont commandés à un architecte qui s'appelle André Duclos. Pour ce faire, le marquis d'Oms écrit un certain nombre de notes, donc qui sont vues notamment comme exemple sur le document numéro 4, puisque ce sont des notes qu'il écrit lui-même, de sa propre main. On voit son écriture qui est tout à fait particulière, qui est très reconnaissable. Donc 1780-1781, il édicte un certain nombre de consignes pour construire ce nouvel hôtel qu'il désire. Donc, il dit qu'il veut la cour de telle façon, que les communs soient plutôt sur la gauche, telle chose plutôt au fond de la cour. Il fait des prescriptions sur plutôt l'ordonnancement interne de la maison, la façon dont on y rentrera, dont on sortira, les écuries. Enfin, il fait preuve vraiment d'un grand esprit pratique. Et voilà ces notes à partir desquelles les architectes, finalement, vont pouvoir travailler et réaliser leurs plans. Et toujours donc dans ce fonds d'Oms, on a conservé de très nombreux plans et de très nombreuses élévations de façades qui sont les documents donc numéro 4, numéro 4, 5, numéro 6 et numéro 7, 8 et 9, qui sont des plans dans plusieurs projets réalisés par l'architecte André Duclos, qui est un architecte parisien, un ingénieur, et également des coupes réalisées par ce même architecte. On a d'autres plans également que je n'ai pas montrés ici, qui ont été réalisés par un architecte qui travaille à Perpignan, qui s'appelle Raymond Janton. Donc voilà les 2 personnes d'origine évidemment française que le marquis d'Oms pressent pour construire sa nouvelle maison. Mais les contretemps vont s'accumuler. On est dans les années 1780. Le marquis d'Oms a quelques revers financiers. Et puis, les projets sont ajournés, on commence à détruire une partie des communs, la correspondance entre le père et le fils, qui est également conservée dans le fonds d'Oms, le fils étant à Paris, le père étant à Perpignan, correspondance qui donne de nombreux détails sur la maison à l'époque, sur les projets, le père et le fils échangent sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. On voit que les fonds commencent à manquer.
Et en 1786, survient un événement tout à fait inopiné. Le marquis d'Oms hérite de son cousin germain, donc François-Xavier de Tortes, qui était détenteur aussi d'une très importante fortune, et ce cousin germain lui lègue un autre hôtel particulier qui est actuellement situé donc rue Keya, qui est à l'époque rue du Bon-Air. Et cet hôtel particulier est dans bien meilleur état que la main de fer, qui, on le voit, a été pendant longtemps une sorte de chantier, puisque entre 1780 à peu près et 1786, on a détruit, on a entreposé des meubles, on a entreposé des gravats. Enfin, la maison est vraiment vétuste, elle est inhabitable. Et le marquis d'Oms, d'ailleurs, a commencé à louer un appartement ailleurs dans Perpignan. Donc il n'y habite plus. Et cette maison vétuste, le marquis d'Oms se dit, c'est très clairement exprimé dans ses lettres, finalement il vaut mieux dépenser l'argent que moi je pensais dépenser pour la construction d'une maison à partir de zéro, il vaut mieux le dépenser pour refaire un peu ou améliorer un hôtel particulier qui est en bien meilleur état dont je viens d'hériter. Donc il abandonne tous ses projets. Et c'est justement ce qui fait, je dirais presque leur intérêt, puisqu'on voit sur les coupes que j'ai présentées ici, les documents 8 et les documents 9, donc le document 8 qui est une coupe qui regarde vers le nord, dans le projet de l'architecte, et le document 9, une coupe qui regarde vers l'ouest, de ce qu'aurait dû être un des projets, de ce qu'aurait dû être cet hôtel particulier de style classique que le marquis d'Oms voulait pour Perpignan, et pour représenter ses ambitions sociales, pour pouvoir recevoir, pour pouvoir s'ériger, puisque en 1767, il a reçu le titre de marquis, puisqu'à l'époque, il fallait avoir un certain train de fortune pour recevoir ce titre. Donc, il a pu prouver qu'il possédait un revenu important. Et Louis XV donc, lui attribue par lettre patente ce titre de marquis d'Oms. Donc, il y a très peu de marquis à l'époque en Roussillon. Il n'y en a que 2. Et il veut occuper le premier rang de la noblesse roussillonnaise et également représenter cette ambition à Paris. Donc on voit vraiment, cet hôtel est tout à fait conforme aux coupes d'hôtels telles qu'on les voit à l'époque dans les projets des architectes à Paris, Charles de Veilly et autres architectes. C'est tout à fait typique de l'hôtel classique avec la cour intérieure, un très grand escalier, très monumental. Mais tout ça n'a jamais vu le jour, c'est-à-dire que tout a été abandonné et tout est resté à l'état de projet. Et en quelque sorte, c'est une chance qu'on puisse avoir ces projets dans le fonds d'Oms. Et je dirais aussi, non sans ironie, que c'est aussi une chance que ces projets n'aient pas pu voir le jour, puisqu'en fait, je le redis, l'objectif principal était de tout démolir. Donc il a démoli une grande partie de ce qu'il y avait au fond de la cour sans doute, peut-être une partie de la cour telle qu'elle existait avant, mais il n'a pas touché encore, il n'a pas eu le temps de toucher la façade principale et le corps de bâtiment principal qui existe encore. Donc si ces projets avaient eu lieu, on aurait peut-être eu un hôtel classique, mais ce qu'on appelle aujourd'hui la Casa Sancho, avec son bandeau, toute la construction d'époque, début XVIe siècle, aurait disparu, aurait été démolie. Donc finalement, on peut se réjouir que ces plans n'aient jamais été réalisés. Je poursuis mon évocation avec la période révolutionnaire, qui est également très bien représentée ici aux archives du point de vue de l'histoire de la maison, puisque nouvelle confiscation, finalement reproduisant à quelques siècles d'écart l'histoire de ce qui s'était passé au XVIIe siècle, la Révolution survient, et les nobles qui donc, ne soutiennent pas la République et puis finalement sont de plus en plus nombreux au moment de la Terreur, poursuivis par l'administration du département au moment de la Terreur, doivent émigrer et, conformément à la législation révolutionnaire, leurs biens sont confisqués. À nouveau, donc, une histoire de confiscation. Et la famille d'Oms, le marquis d'Oms, n'avait pas pu réaliser ses projets, avait laissé la maison quasiment à l'abandon, était domicilié à une autre adresse. Donc, tout lui est confisqué, les 2 hôtels particuliers, celui de la rue Keya et celui de la rue de la Main de Fer, et tous ces biens sont vendus aux enchères. Comme biens nationaux, tous les meubles sont éparpillés, sont vendus aux enchères, les maisons sont divisées, et on conserve dans les archives révolutionnaires, donc ce qu'on appelle la série inculpée, de très nombreux témoignages de tout ce processus de vente des biens nationaux, pas seulement des biens de la famille d'Oms, mais des biens de toutes les familles, nobles ou pas, du Roussillon, ayant vu leurs biens confisqués au moment de la Terreur et un peu avant, un peu après. Année 1780,
1793 surtout, jusqu'en 1795. Et il y a plus d'une centaine de maisons qui ont été confisquées dans Perpignan. Et ces archives nous renseignent non seulement strictement sur cet épisode révolutionnaire, mais également sur un aspect tout à fait passionnant de l'histoire du bâti perpignanais, puisque comme ces maisons devaient être divisées pour être vendues par lot, puisque c'était la loi, le but officiel de cette vente de biens nationaux, c'était de permettre à des petits propriétaires, à des gens qui n'étaient pas fortunés, de pouvoir acquérir leur propre propriété. C'est également ce qui est fait avec les grands domaines agricoles qui sont divisés, je dis en principe, puisqu'en fait, dans les faits, de gros marchands, de grandes bourgeoisies urbaines va racheter sous des prête-noms ces domaines et pouvoir remembrer les domaines aristocratiques. Pour les maisons n'intéressent guère, puisque on n'est plus du tout dans ce faste d'Ancien Régime, on n'a pas envie de garder des très grandes propriétés qui sont chères d'entretien. Les maisons n'intéressent guère, elles sont achetées par des artisans, elles sont toutes divisées pour la plupart, et elles sombrent dans une grande période d'oubli. Et il faut le dire, la plupart des anciens hôtels particuliers de Perpignan avant la Révolution sont totalement oubliés, sont divisés, le nom des familles qui les possédaient est oublié, à jamais pour la plupart, et n'existe encore que dans cette série incupée, dans ces documents qui sont des registres, surtout des registres de l'époque, reliés à l'époque, tout cousus comme ça, très étroits, il y a de nombreux plans, c'est ça qui fait la particularité de ces registres, de très nombreux plans qui sont dépliants et qui sont faits pour la raison que ces maisons devaient être divisées. Donc on fait le lot numéro 1, le lot numéro 2, le lot numéro 3, lots qui vont être mis aux enchères, et pour que ces lots soient reconnaissables, pour que des maçons puissent pratiquer des fermetures, enlever un escalier, enlever une fenêtre, les plans sont réalisés par un architecte mandaté par l'administration du district, à l'époque donc, et sont gardés précieusement dans les archives où se trouve également le procès-verbal de la vente aux enchères, le procès-verbal de la vente et aussi un procès-verbal de visite du bien où on dit si le bien est en bon état, ce qu'il peut valoir, s'il faut le restaurer, ce qui justifie plus ou moins le prix de mise en vente. Et le prix d'achat, il y a un certain nombre de barèmes qui sont décidés pour cette vente, si la vente est validée ou non. Mais dans la plupart des cas, ces ventes sont validées. Et dans le cas de la maison, elle est achetée par un artisan, elle est achetée par un serrurier. Et c'est ce qu'on voit donc dans le document 10, puisque c'est un plan qui est relié avec le procès-verbal d'adjudication, qui porte le numéro 2165, 2166, 2167, ce qui est un détail, mais ce qui veut dire que les 3 lots, cette maison est divisée en 3 lots, 3 actes, 3 acheteurs. Et le serrurier va acheter le lot, je dirais, le plus important, qui correspond en fait à la partie qui aujourd'hui subsiste de la maison. Puisqu'il y avait 2 autres parties qui ont été achetées par d'autres personnes, ont été distraites du lot initial et ont sombré dans l'oubli. C'est-à-dire qu'une maison qui est située à côté de la maison de la main de fer, de la Casa Sancho, quand on regarde la façade, la maison qui est située sur la gauche, faisait partie de ce lot, a été vendue à l'époque révolutionnaire, et des modifications ont été apportées. Aujourd'hui, il n'y a aucun vestige. Mais elle faisait partie de la maison. Je ne sais pas comment se présenter cette partie, mais voilà une des choses que permettent de voir.